Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo questions-réponses sur le match de Cadiz, donc c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Tu sens que la fatigue me tape, évidemment. Mais bon, c'est pas grave, on va y aller quand même. Donc vous connaissez le principe les amis, vous avez été assez nombreux à me poser des questions sur Instagram en story et je vous en remercie, c'est très agréable. Donc il y a beaucoup de questions. Il y aura sûrement beaucoup de réponses, mais je ne vais pas pouvoir prendre toutes les questions non plus. Vous connaissez l'histoire, on le fait en freestyle aussi, vous connaissez, hein, j'ai pas eu le temps de préparer tout ça. Donc on commence par la question de Charbel qui dit: tu mettrais Ferran titulaire à la place de Rafinha contre Manchester United? Alors non, absolument pas. Moi, ce que je ferais, c'est mettre les deux. Il y a plusieurs questions hein, par rapport à ça. Est-ce qu'il faut mettre Ferran Torres? Est-ce qu'il faut mettre Rafinha? Alors oui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont tous bons qu'à droite en fait? C'est ça le problème. Hein, parce qu'on voit Ferran Torres qui a fait un bon match. Bon, c'était un match contre Cadiz, ok. Mais le plus gros match qu'il a fait en termes déjà de percussion, sachant qu'il a toujours du mal à dribbler et que là, il a pas battu un record de dribble, mais bon, il a fait quand même énormément de dribble. Et effectivement, il était à droite. Donc on sait que Rafinha, il peut pas jouer à gauche, il faut qu'il joue à droite aussi. Donc la question est s'il faut mettre Rafinha à droite ou Ferran Torres. Moi, je pense qu'il faut mettre Rafinha à droite, mais je pense qu'il faut mettre Ferran Torres à gauche, tout simplement. Question ensuite de William, qui dit: Ferran ou Ansu titulaire contre Manchester United? Bon, j'ai dit réponse aux questions par rapport au match de Cadiz, tout ça, mais la plupart des questions, c'est quand même par rapport au match de Manchester United, hein, mais c'est pour ça que je me permets de faire une vidéo aussi un peu à part avant le match de Manchester, c'est que on parle quand même beaucoup du match de Manchester United qui arrive, évidemment. Donc, est-ce qu'on met Ferran ou Ansu titulaire contre Manchester? Moi, je partirais, j'ai ma petite préférence. Je partirais avec Ferran Torres. Difficile à dire enfin, c'est pas vraiment ma préférence en soi, genre je préfère largement Ferran Torres qu'Ansu Fati, c'est pas ça, mais quand on voit la forme du dernier match, évidemment, on peut se dire, bon, Ansu Fati, encore une fois, ça a été très compliqué pour être gentil. Ferran Torres a fait un bon match, mais on peut se dire aussi, il a fait un bon match, ouais, mais c'était que contre Cadiz. Que faire? De toute façon, il manquera Gavi, il va manquer Pedri. Donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on joue avec un milieu à 4? Ça va être difficile, parce qu'on n'a plus de milieu, donc voilà, compliqué. Apparemment, la question qui se pose de la part du staff, c'est est-ce qu'il faut mettre Sergi Roberto ou est-ce qu'il faut mettre Ferran Torres? Alors oui, Sergi Roberto n'a pas fait un mauvais match. Pour certains, même, il a fait un très bon match contre Cadiz. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait un match correct. Pour moi, il a eu vraiment une très bonne note et tout sur les sites, parce qu'il a fait une passe décisive au final et un but. Mais quand on regarde le contenu, sa façon de se déplacer, de ce qu'il apporte au milieu de terrain, c'est-à-dire pas grand chose, c'est quand même assez léger, je trouve. Son entrée contre Manchester United a été mais immonde. Quand on regarde bien, j'ai pas pu analyser le match et tout ça, hein, je vous avais expliqué, mais j'avais pas eu le temps. Je me regarderai le match à nouveau de contre Manchester pour voir à peu près ce qui s'est passé et analyser pour l'avant-match de demain d'ailleurs. Donc ouais, pour répondre à la question concrètement, je partirai avec Ferran pour la forme, on va dire, du dernier match, parce qu'Ansu Fati, de toute façon, il l'a prouvé maintes et maintes fois cette saison. Il est bon uniquement quand il rentre sur le terrain, en fait. Quand il est titulaire, il est pas spécialement bon, donc voilà. Ensuite, il y a RAF qui dit: penses-tu que Lewandowski fait une deuxième partie de saison, une mauvaise deuxième partie de saison, faut-il s'en inquiéter? C'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué quand on voit comment il avait démarré, sachant qu'on se dit, bon, il a pas trop d'automatisme, tout ça, il démarre assez fort. On s'est dit que ça va forcément s'améliorer avec le temps, et finalement non. Après, c'est comme ça, on savait que ça pouvait être compliqué après la Coupe du Monde. On savait pas comment ça allait se passer, une Coupe du Monde en plein milieu de saison. Je dis pas que c'est uniquement dû à la Coupe du Monde, hein, franchement je pourrais pas dire, mais ça a peut-être joué un peu dans l'équation, j'ai envie de dire. Peut-être que la Coupe du Monde n'a pas fait du bien forcément à tout le monde. Voilà, il y en a certains qui n'ont pas pu jouer la Coupe du Monde. Par exemple, mon petit Ronald, qui était blessé au final, qui a pas joué la Coupe du Monde, qui était motivé, qui était un peu frustré par ça et qui avait une sorte de revanche à prendre ou un truc dans le genre, je sais pas, peut-être mentalement il s'est mis dans un truc, tu vois, où il revient, voilà quoi, il est à fond. Il y a Koundé aussi qui au début c'était mitigé, après il est revenu bien, là il accuse un peu le coup. J'ai l'impression que Koundé, est-ce que c'est en rapport avec la Coupe du Monde, l'enchaînement de matchs, tout ça? Peut-être que la fatigue se fait sentir aussi. Regardez Dembélé, il avait pas été blessé pendant je sais pas combien de temps, il y a la Coupe du Monde, on revient et peu de temps après, pas si longtemps que ça après, au final il se blesse. Est-ce que ça a un rapport aussi? Je ne sais pas. C'est possible, franchement c'est très possible, donc on peut pas en être certain, mais on savait très bien que cette Coupe du Monde là en plein milieu de saison, ça pouvait faire un peu de dégâts. On le voit dans les autres championnats, pour les autres équipes, c'est compliqué.
Il y en a certains, ils ont fait un bon début de saison. Au retour de Coupe du Monde, c'est catastrophique, leur niveau. Nous, on a la chance de quand même enchaîner et d'être premier. Après, Lewandowski, effectivement, ça manque. Il manque de but, il manque de... On le sent pas aussi fort, vraiment pas aussi important dans l'équipe qu'en début de saison ou qu'avant la Coupe du Monde, vraiment. Mais moi, ça m'inquiète pas. C'est un grand joueur, Robert. C'est un très grand joueur, donc je ne m'inquiète pas de son cas. Ensuite, on a Nolan qui dit en dessous, ça part direct s'il a une proposition à 100 millions. Bah Nolan, t'es un peu dur avec en dessous. En vrai, oui. Désolé, moi aussi je suis un peu dur. Mais oui, il y a une offre de 100 millions, franchement. Autant il y a un certain moment, peut-être en début de saison, tu m'aurais dit une offre à 100 millions, je t'aurais dit non. Là maintenant, ça commence à... Ouais, faut se poser des questions, hein, je pense. On peut pas attendre éternellement comme on a fait avec certains. Je vois qu'il y a beaucoup de débats là-dessus. Je sais que le frérot Charel, avec en dessous, il a plus trop de patience. Enfin, je vais pas parler pour lui, hein, mais de ce que j'ai compris, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui comparent avec Dembélé, tu vois, comme quoi Dembélé, on a attendu longtemps pour que Dembélé il performe, mais on peut pas comparer le niveau qu'avait Dembélé avant d'arriver au Barça, c'est-à-dire avant ses blessures et tout ça, avec le niveau qu'il y a eu en dessous au début. Je veux dire, quand Dembélé, il était même à Rennes au début ou même à Dortmund, il avait un niveau quand même assez élevé, je veux dire, il a montré un peu plus. Après, oui, quand il est arrivé ici, c'était catastrophique, il a fait que de se blesser, voilà. Mais donc je dirais pas, je compare pas parce que je dirais pas que les deux cas sont comparables vraiment, c'est pas le même style de joueur tout ça, mais bon, on peut pas attendre, on a attendu déjà longtemps avec Dembélé, mais on va pas faire ça à tous les joueurs, c'est pas parce qu'on a attendu. Puis il y a le transfert aussi qui joue là-dedans. Dembélé, on l'a payé un bras, on l'a payé combien, 135 millions, je sais pas combien avec les bonus, 140 millions peut-être. On est obligé un peu d'attendre, tu vois, que Dembélé il revienne. Ansu Fati, il est de la Masia, on l'a pas vraiment payé, tu vois, on n'est pas obligé de, tu sais, il y a pas ce truc financier non plus, cette pression qui vient de là. Ensuite, on a Baya qui dit let's go, Ferran reprend confiance, je suis grave contente. Je suis content aussi pour lui, franchement. Je suis content pour lui parce que Ferran, c'est un peu le souffre-douleur de l'équipe, de la communauté. Il prend assez cher très rapidement. On pourrait dire à juste titre. Parce que bon, il est pas assez performant, tout ça, cette saison, c'est pas fou. Mais bon, là pour une fois qu'il fait un bon match et qu'il est excellent, qu'il reçoit le soutien des fans en plus, il en a parlé, mais on l'a vu pendant le match quand il tirait les corners, qu'il tirait d'ailleurs assez bien. Il y avait des fans qui l'applaudissaient, qui l'encourageaient, tout ça, et franchement, ça fait plaisir pour la confiance. Moi, je comprends pas comment on peut ne pas être content du match de Ferran en fait, du fait qu'il soit bien et que les gens l'encouragent et tout ça. Moi, ça me donne le sourire en fait, parce que c'est un joueur de mon équipe tout simplement. Après, peut-être qu'il y en a, ils sont vraiment pas fans du joueur, je comprends, mais quand c'est un joueur de ton équipe comme ça et qu'il revient en confiance et qu'il est encouragé, tout ça, moi je trouve ça beau en fait, et ça me fait sourire, ça me donne un peu de joie, un peu de bonheur, tu vois, je sais pas. Donc je suis content aussi. Ensuite, question de Giodze, je sais pas comment on prononce, qui me dit pour toi Ferran doit être dans le best 11 du Barça. N'abusons pas les amis, je pense que Ferran Torres a fait un bon match, c'est encourageant pour la suite, j'espère qu'il reprendra confiance et qu'on verra le Ferran qu'on pouvait voir par exemple à Valence, qui était un très bon joueur de Liga. Voilà, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois parce que quand je dis très bon joueur, ouais mais machin, non, calmez-vous, j'ai pas dit que c'était Messi le type, j'ai dit que c'était un bon joueur. Voilà, un bon joueur de foot, un mec qui peut t'apporter certaines choses sur le terrain quoi, qui est plutôt bon. Donc à Valence il faisait plutôt des bons matchs, à City après dans un rôle différent il a mis un peu de temps à s'adapter, mais après il a été plutôt bon. Puis au Barça c'est pas la folie, on le sait, mais de là à être dans le meilleur 11, dans le 11 type du Barça, je pense pas, non. Je pense qu'il y en a qui passent bien avant. Ensuite, question de Daniel S7 qui dit ça fait quand même beaucoup d'ailiers qui aiment l'aile droite. Ouais, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est un peu ce qui est ressorti aussi. C'est voilà, Ferran Torres, il a été bon à droite et la plupart du temps, il jouait ailier droit. En fait, de base, Ferran Torres est un ailier droit. Hein, quand il jouait à Valence, il jouait principalement ailier droit. En Espagne, il joue principalement ailier droit. Après, c'est à City où il a joué en faux neuf, tout ça. Guardiola a essayé de le mettre dans un autre dispositif, à un autre poste, quoi, pour peut-être qu'il joue un peu différemment, qu'il apporte autre chose, quoi, que ce qu'il apportait à Valence. Je pense qu'il peut jouer sur l'aile gauche, je vois pas le problème. Là, par exemple, quand on l'a vu jouer sur l'aile droite, il avait pas de problème de rentrer dans l'axe, crochet extérieur, crochet, tu vois, il alternait un petit peu. Parce qu'on sait, normalement, les droitiers qui jouent à gauche, ils ont tendance à rentrer forcément dans l'axe. Et le problème, c'est que si t'es pas assez bon techniquement, ça va être difficile pour vraiment dribbler et passer, parce que les mecs savent déjà ce que tu vas faire. Là, Ferran Torres, le fait qu'il y ait un droitier, tu vois, comme ça, qui joue à droite, les mecs en face s'attendent pas
espace qui rentre sur son pied gauche, tu vois, peut-être. Ils s'attendent un peu moins à ça. Donc un coup il va à gauche, un coup il va à droite, et les mecs du coup ils savent pas, mais ils pourraient du coup très bien faire ça sur le côté gauche. Je pense. Après, effectivement, si le mec est bon qu'à droite, que Rafinha est bon qu'à droite, que Dembélé est meilleur à droite, oui, on va. Au bout d'un moment, on va avoir un problème, les gars. Il faudrait quand même que quelqu'un se débrouille un minimum à gauche, quoi. Là, ça va être compliqué sinon. Même si Dembélé peut jouer assez bien à gauche pour moi. Mais après, il va y avoir un problème avec Baldé sur la gauche et tout ça, mais ça, c'est encore un autre problème, mais on va pas en parler de tout ça maintenant. Ensuite, on a Babsny qui dit ça sent Jordi Alba titulaire contre Manchester United. Alors, ça, c'est la grosse interrogation, apparemment, c'est ce qui sort dans les médias. C'est que Xavi, voilà, il hésite entre Marcos Alonso à gauche, Ferran Torres, Jordi Alba, mon petit Alejandro Baldé. Je partirai quand même avec Baldé. Le truc, c'est qu'il a joué tout le match, il me semble bien. Je pense qu'il je crois qu'il est pas sorti. Il me semble pas. Je sais plus. À force, les gars, je suis un peu endormi, mais je crois pas qu'il soit sorti. Donc ouais, effectivement, ça sent quand même Jordi Alba. Mais moi, ça me fait toujours un peu flipper. Je pense qu'il y a des espaces à prendre aussi. On l'a vu au match aller contre Manchester United. Il y avait des espaces, il y avait de l'espace à prendre dans le dos de la défense de Manchester. Pour un mec comme Baldé, c'est assez facile. Pour un mec comme Jordi Alba, c'est pas évident. Il prend pas les espaces et tout ça. Il a pas la puissance, la percussion pour le faire, tu vois. Donc il a une bonne qualité de passe, Jordi Alba, mais c'est tout. Le problème, c'est que Baldé, il a fait quand même plutôt un mauvais match contre Cadiz. Après, les gars, ça veut rien dire. Moi, j'ai été peut-être un peu dur avec Baldé. Dans mon débrief, tout ça, j'ai dit que pour moi, son match m'avait pas plu, que pour moi, il avait pas fait un bon match. Mais je pense qu'on a le droit de dire que le gars n'a pas fait un bon match sans forcément être méchant, tu vois. En soi, c'est mon avis. Ça veut pas dire que le gars, faut plus qu'il joue et voilà, faut le vendre. On en est loin. C'est juste que là, il est passé à côté de son match, malheureusement. Mais ça veut pas dire que contre Manchester United, il veut pas sortir une masterclass. On sait pas. Et je pense que je préfère avoir un mec aussi puissant que Baldé, aussi rapide. Je pense que ça sécurise un petit peu plus la défense. Même s'il a moins d'expérience que Jordi Alba, Baldé, il a un peu moins peur d'aller au contact aussi. Parce que Jordi Alba, il fait beaucoup énormément semblant d'aller au contact. Hein. Ensuite, question de Sharon Crossboy qui dit aurons-nous une attaque au point contre Manchester United? Bah ça, c'est une bonne question. Tu vois, très bonne question parce que effectivement, l'attaque, on la cherche, quoi. Depuis qu'il n'y a plus Dembélé et avant, l'équipe type, en fait, c'était Dembélé à droite, Lewandowski dans l'axe et Xavi en faux ailier. Ça, c'était notre équipe type depuis la Supercoupe. On a écrasé le Real. Ça a fonctionné très bien comme ça et on s'est mis à jouer comme ça. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Xavi, il n'y a pas Pedri au milieu. Dans tous les cas, t'es obligé de changer ton milieu, mais t'es aussi obligé de changer ton attaque, en fait. Donc là, l'attaque, c'est Rafinha, Lewandowski et l'interrogation, c'est à gauche. Est-ce qu'il faut mettre Ferran Torres? Moi, je pense que oui. Mais du coup, comme ça ferait une attaque, effectivement, qui n'est pas forcément au point, qui n'a pas forcément tous les automatismes. Après, on l'a vu, Ferran Torres, il n'a pas forcément d'automatisme, pas énorme avec Lewandowski. Ferran Torres est peut-être l'attaquant qui a le moins joué en Liga cette saison. C'est celui qui a le moins de minutes de jeu, juste derrière Ansu Fati, je crois. Donc, et ça veut pas dire que contre Cadiz, tu es une équipe qui est agressive, qui défend assez compact. Tu vois, pas forcément en bloc bas, hein, ça c'est ce que j'avais dit avant le match. Je pensais qu'il serait beaucoup plus bas, mais pas tant que ça. Mais bon, bref, contre une équipe de Cadiz qui passe son temps à défendre, au final, il a pas eu de mal à trouver Lewandowski. Sur le but de Roberto, normalement, c'est Lewandowski qui doit claquer son but, mais il y a le défenseur qui était en deuxième gardien là, et qui a sorti le ballon, mais sinon, il y aurait eu but, tu vois. Ça veut rien dire, c'est qu'un match. Mais effectivement, on peut se poser des questions sur les automatismes entre les attaquants. Là, ça va être difficile, surtout contre une équipe de Manchester qui, elle, est bien rodée. Question ensuite de Frédéric qui dit qui ferais-tu jouer au milieu de terrain aux côtés de De Jong contre Manchester United? Bah, je pense qu'il n'y a pas le choix. Hein. Moi, je partirais avec un milieu à 3, les amis. On va pas commencer à parler de la compo, mais bon, de toute façon, pour moi, c'est assez évident. La compo est évidente. Je mettrais déjà Busquets de retour, parce qu'on le voit depuis qu'il n'y a plus Busquets, malgré tout ce qu'on peut en penser, on a énormément de mal à sortir les ballons, à avoir une maîtrise de la balle, quoi, tout simplement. Maîtrise des matchs, du coup. Je pense que Busquets doit revenir dans le 11. Aux côtés de Frenkie, ça marche très bien avec les deux. Après, la grande question, c'est le troisième. Est-ce qu'on part avec Kessié ou est-ce qu'on part avec Roberto? Kessié, pour moi, il était pas trop mal il y a pas si longtemps, mais là, depuis qu'il n'y a plus Busquets, en fait, c'est compliqué. C'est compliqué. Kessié avec les autres, ça va, mais là, le double pivot Kessié-Frenkie, il marche pas, en fait. Hein. Ce qu'on peut voir sur les derniers matchs, là, ça marche pas forcément. Peut-être que les deux ne sont pas très compatibles, parce que ça aussi, ça arrive. Hein. Tu peux avoir deux très bons joueurs de football qui ont
peut-être du mal à jouer ensemble, qui sont pas forcément compatibles. C'est ce qu'on avait vu avec Busquets et Frenkie. Et après, c'est peut-être une question d'animation avec le coach et tout ça. Mais quand il y avait Koeman, il avait essayé un double pivot, un 4-2-3-1, je crois, avec Coutinho en 10. Si je me trompe pas, il y a un petit moment, et il avait essayé donc Busquets et Frenkie en double pivot, mais ça avait pas marché, tu vois. Là, avec l'animation qu'on a, les 3 défenseurs, 3-4-3, eh ben les doubles pivots Frenkie, Busquets, ils marchent très bien, tu vois. Donc voilà, la grande question c'est ça. Moi je partirais quand même avec Busquets, Frenkie, Kessié, avec un Kessié un peu plus offensif peut-être. Mais voilà, le retour de Busquets peut faire du bien à Frenkie aussi, parce que Frenkie, on le sent aussi, il est un peu moins bien depuis qu'il n'y a plus Busquets en tout cas. Et ça, à mon avis, c'est pas un hasard non plus. Ensuite, question de Oussem qui dit salut Clément, contre Manchester United, Ferran ailier droit et Rafinha 4ème milieu à la place de Gavi, Visca Barça. Salut frérot. Alors le problème à ça, c'est que Rafinha ne peut pas jouer à gauche, en fait. Il est très mauvais à gauche. C'est ce qu'on avait vu en début de saison, là, octobre, hein, contre le Bayern. Xavi, il avait tenté quelque chose. Il avait tenté de le mettre dans ce rôle-là, le rôle que peut avoir Gavi, un ailier qui rentre dans l'axe, qui est assez proche de la surface, mais qui est dans le demi-espace gauche, quoi, avec un Baldé qui monte et qui prend l'aile. Ça n'avait absolument pas fonctionné. Rafinha il était complètement perdu, et donc on avait appris que Rafinha ne pouvait jouer qu'à droite. Pour un gaucher, c'est impossible de jouer à gauche apparemment. Donc ça, c'est assez triste. Mais du coup, je pense pas qu'il faut renouveler l'expérience, tu vois. Donc le problème là-dedans, c'est que Rafinha doit jouer. Je comprends ce que tu veux dire quand tu dis que Rafinha peut jouer au rôle de Gavi, et ça, je suis d'accord. Un ailier qui rentre vachement dans l'axe, qui est à moitié milieu de terrain ailier, un peu comme Gavi le fait. Ça marcherait très bien pour Rafinha. Je pense que c'est même son poste idéal, le rôle idéal qu'il peut avoir sur le terrain. Sauf que c'est toujours le même problème. Si Rafinha joue à droite et qu'il rentre dans l'axe, le mieux c'est d'avoir un latéral qui monte, ou un joueur qui est assez offensif qui prend le couloir à sa place. Ce qui est difficile quand on a Koundé en défenseur droit. Côté gauche, on a Baldé. C'est on fonctionne comme ça. On a un Koundé qui est quand même assez haut sur le terrain, avec un Araujo, Christensen qui reste un peu plus bas. Tu vois, le truc est un peu et un Baldé qui monte beaucoup plus dans le couloir, mais du coup l'ailier gauche il rentre dans l'axe. Voilà, je sais que c'est inversé l'image, mais bon bref, t'as compris. L'ailier gauche il rentre dans l'axe, et voilà, on a Baldé dans le couloir, avec l'ailier droit dans le couloir, et des mecs dans l'axe aussi. Le problème à ça, c'est que Ferran, s'il reste ailier et Rafinha est milieu de terrain, faudrait que Rafinha soit uniquement milieu de terrain en fait. Il pourrait pas jouer ce rôle d'ailier hybride, mais après, je sais pas, hein, pourquoi pas. C'est quand même faisable, en y réfléchissant bien, c'est un rôle qui pourrait lui convenir. Après le problème, c'est juste le seul problème que j'ai, c'est qu'il joue à gauche. C'est qu'il soit... Si Rafinha est à gauche et qu'il rentre dans l'axe, on a vu contre le Bayern exactement ça, et il a fait peut-être le pire match qu'on a pu voir de sa part depuis qu'il est au Barça. Ensuite, question de Ayam Bakus qui dit Gavi c'est pas Pedri, mais il a bien assumé ce rôle de meneur de jeu, je trouve. Exactement, il a un peu plus pris le jeu à son compte. On va dire, il a un peu plus gardé la balle, un peu plus provoqué que d'habitude, je trouve. D'habitude, il laisse un peu plus le contrôle du jeu à Pedri. Non pas que là, il ait pris vraiment le contrôle du jeu dans le sens où c'est lui qui gérait le tempo du match, tout ça. Je pense pas. Mais il a plutôt été bon. Hein. Il a plutôt été bon dans ses projections, dans ses provocations, balle au pied, tout ça. Que d'habitude, c'est plus Pedri qui le fait. Gavi, il est plus dans le jeu un peu plus direct. Il va chercher à trouver un partenaire, tout ça. Il va un peu moins essayer de garder le ballon, on va dire. Et là, franchement, on a vu un Gavi. Après, Gavi, moi, personnellement, je le trouve hyper technique. Très technique. On le voit, bon, c'est des trucs bidons, mais tu le vois à l'échauffement quand il fait des jongles, il fait ce qu'il veut de la balle, le mec. Concrètement. La balle, on dirait qu'elle tombe jamais. Il est là, comme ça, il fait des jongles talons derrière, frère. La balle, elle est aimantée à lui, quoi. Donc ça prouve qu'il a vraiment une aisance technique quand même assez folle, je dirais. Le seul truc qui m'énerve avec Gavi, c'est qu'il se jette trop par terre, frère. Arrête de faire ça. Ça m'énerve à chaque fois qu'il fait ça. Des fois, il est là, il est à la limite, il veut faire une passe. Il fait sa passe et il se jette. Il se touche à chaque fois, frère. Pourquoi tu restes pas debout? Reste debout, frérot. C'est un truc, moi, ça me picote, j'ai envie de dire. Tu vois, c'est le seul truc qui me gêne avec Gavi, c'est ça. Arrête de te jeter tout le temps, constamment. Quand tu fais des tirs, tu te jettes. Tu sais, on dirait qu'il tire tout le temps en taclant, ou je sais pas ce qu'il fait, mais après, sinon, il est très technique, Gavi. Donc, oui, ça peut être une bonne chose en l'absence de Pedri. Hein. Faudrait qu'il y ait un mec comme ça au milieu qui ose aussi, tu vois. Un peu comme le fait Pedri. Faut pas que ça soit Pedri le seul à faire ça, quoi. On a Frenkie quand c'est à Busquets à côté qui peut plus se projeter et qui ose faire de la percussion, mais quand il n'y a pas Busquets, il est obligé de rester peut-être dans un rôle un peu plus de meneur reculé, tu vois. Donc c'est bien que Gavi fasse ça aussi. Dernière question de Ousmane qui dit pour faire face aux blessures, ne doit-on pas passer en 4-3-3? Si, là, pour moi, on n'a pas le choix. Le milieu à 4, ça marche par rapport au profil qu'on a.
concrètement. On a un double pivot Busquets, Frenkie, on a un Pedri qui est un meneur plus haut, tu vois. On a une sorte de deux meneurs de jeu, tu vois, et peut-être deux dynamiteurs, je sais pas exactement, je saurais pas l'expliquer, j'ai pas vraiment non plus réfléchi, mais on a un Pedri qui est meneur de jeu assez haut, on a un Busquets qui est meneur de jeu assez bas, mais qui prend pas forcément le jeu à son compte, qui est uniquement là pour vraiment réguler le jeu, tu vois, sans vraiment gêner, tu vois, le truc, tu vois. Il va récupérer des balles, il va jouer propre, il va lâcher le ballon, tout ça. Après on a un Frenkie qu'on sait qu'il a besoin de toucher le ballon, toucher, faire 50 touches de balle avant de donner son ballon, il n'y a pas de problème, pourquoi pas. Donc des fois Frenkie il peut aussi sortir de son rôle et se projeter vers l'avant, et ça c'est un rôle qu'on n'a pas dans un profil plutôt qu'on n'a pas forcément dans l'équipe. Et on a un mec comme Gavi qui est assez offensif comme milieu, de base qui a une formation quand même de toute façon comme milieu assez offensif, et qui peut par sa vitesse, en fait il y a une sorte de vitesse, de technique pour jouer à moitié ailier, à moitié aussi deuxième attaquant, tu vois. Donc c'est quelque chose de possible pour lui par rapport à son profil. Maintenant, si on passe à un milieu à 4, Busquets, Frenkie, et en attaque, Sergi Roberto, enfin en attaque, t'as compris, mais des milieux plus hauts, Sergi Roberto, Kessié, compliqué frérot, compliqué l'histoire, parce que Sergi Roberto, c'est un latéral. Alors Sergi Roberto, c'est le gars qui a été le plus baladé dans sa vie, frère, c'est abusé, il a joué ailier, il a joué milieu, relayeur, il a joué 6, il a joué latéral droit, bientôt il va jouer au cage. Mais le problème, c'est que c'est pas un profil très offensif, c'est un mec qui a du volume de jeu, qui est un travailleur au milieu, mais pour moi, c'est pas il peut pas être assez créateur pour avoir le rôle de Gavi, tu vois, ni pour avoir le rôle de Pedri au final. Pour moi, le seul truc qu'il peut faire vraiment, Sergi Roberto, c'est son poste de latéral, où ça va, il s'en sort bien cette saison, et un poste de double pivot, tu vois. Donc à la limite, s'il veut pas mettre Busquets, c'est qu'il met Sergi Roberto, Frenkie en double pivot, avec un Kessié un peu plus haut et un Ferran Torres par exemple à gauche, dans le rôle de Gavi plutôt. Là, je comprendrais un peu mieux, tu vois. Mais voilà, donc oui, pour répondre à ta question, pour moi, on doit repasser dans un 4-3-3, mais le 4-3-3 reste assez hybride. De toute façon, on n'est pas figé. Je pense que si on joue avec un 4-3-3 si on joue en 4-3-3 avec Baldé à gauche, en latéral gauche, Baldé il peut prendre le couloir très facilement, et si on a Ferran Torres par exemple qui joue à gauche, Ferran Torres peut tenir le rôle de Gavi. On l'avait déjà essayé en début de saison contre la Real Sociedad, il n'y avait pas Busquets, ça n'avait pas du tout marché. Non pas que Ferran Torres avait été spécialement mauvais, mais déjà Frenkie avait pas vraiment réussi à jouer. On avait un double pivot, je crois, Frenkie, Pedri, avec Ferran Torres donc dans le rôle de Gavi là, qu'il a là, donc ailier qui rentre dans l'axe avec un Baldé qui montait. Ça avait pas très bien marché. En deuxième mi-temps, on était repassé avec une seule pointe basse, Frenkie, et ça avait été beaucoup mieux. Mais Ferran Torres, je me souviens pas très bien de son match, mais peut-être que ça avait pas été fou, mais bon, après c'était le Ferran Torres peut-être pas très en forme non plus, tu vois. Peut-être que ça jouait aussi. Donc je pense quand même qu'on peut jouer en 4-3-3, mais qui sera toujours hybride avec un Baldé qui monte, ou un Jordi Alba, ou peu importe qui a sur l'aile gauche, on va dire, latéral gauche qui monte, et Ferran qui peut rentrer dans l'axe dans tous les cas. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve demain pour l'avant-match, Manchester United-Barça du coup. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.